Bonjour, bienvenue. Sujet crucial dans cette table ronde, la rénovation énergétique. Bien sûr, tous les sujets sont cruciaux, évidemment, mais la rénovation énergétique va nous occuper quelques années, je pense, et va nous poser plein de problèmes que nous allons essayer d'examiner ici, de résoudre. On ne résoudra peut-être pas tout. Et nous avons 3 interlocuteurs que j'ai régulièrement en tant que journaliste. Je suis journaliste essentiellement pour Le Monde, rubrique argent, mais aussi pour 60 millions de consommateurs et puis Que Choisir. Et j'interviewe régulièrement Saïdi Eren, qui est cofondateur de Diagadom, Madame Dubrac, qui est la présidente de l'UNIS, qui n'est pas facile à attraper pour les journalistes, parce qu'elle est très prise. Du coup, je suis à votre disposition. Du coup, je suis contente de la voir. Et puis, Monsieur Vignal de Mastéos, qui est aussi un interlocuteur très intéressant sur le sujet. Alors, tout a commencé par le DPE. Donc, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Et si le DPE est faux, tout est faux, c'est ce que j'ai cru comprendre, et on ne peut pas rénover. Si vous mettez la mauvaise note G à un appartement, bientôt on ne peut plus le louer, c'est ça ? C'est ça. Bon, je sens qu'on est attendu au tournant. Effectivement, on en parle aujourd'hui, ces fameuses passoires thermiques, les appartements classés F et G. Ce DPE, déjà, j'aimerais rappeler en fait qu'il a 3 rôles. Déjà, le DPE, il est là pour informer sur la consommation énergétique des logements. Le deuxième rôle, en fait, c'est de sensibiliser sur les émissions de gaz à effet de serre. Et le troisième, pour nous, les diagnostiqueurs, le plus important, c'est d'apporter des recommandations pertinentes afin d'améliorer en fait tous ces logements et d'améliorer leur aspect écologique en fait. Voilà, faire en sorte qu'ils soient plus performants. Le DPE, il a beaucoup évolué. Là, du coup, avec la réforme qui est sortie en juillet 2021. Aujourd'hui, il est devenu déjà juridiquement opposable. Après, je vais revenir sur ces points, je vais vous expliquer en détail. Donc, juridiquement opposable, très important. La méthode de calcul a été harmonisée. Et troisième point aussi qui fait qu'il y a du gros changement, il est devenu beaucoup plus transparent et lisible. Pour vous détailler en fait ces points, déjà un des points importants, c'est que la méthode de calcul a été harmonisée. Il faut savoir que dans l'ancien DPE, on avait 2 méthodes de calcul. Donc il y avait la méthode de calcul dite sur facture, qui était exclusivement utilisée sur les biens construits avant 48 et en chauffage collectif. Donc celui-là, forcément, il posait problème. Et il y avait la méthode dite 3CL, c'est la méthode conventionnelle. C'est d'ailleurs celle-là qui a été retenue dans la nouvelle réforme 2021, parce qu'elle est beaucoup plus fiable et qu'elle donne beaucoup plus d'informations sur les caractéristiques du logement. Sur le côté juridiquement opposable, concrètement, au même titre que les autres diagnostics, aujourd'hui, on peut s'en servir en cas de préjudice. Mais il faut savoir qu'avant, le DPE était là juste à titre informatif. Donc aujourd'hui, vous avez les acheteurs ou les locataires qui peuvent se retourner contre le vendeur en cas de litige. Donc en fait, cette opposabilité, en fait, concrètement, elle implique que toutes les parties prenantes participent à l'élaboration de ce DPE. Ce DPE, c'est un outil qui est collaboratif. Le diagnostiqueur, pour pouvoir le réaliser, il va contrôler plus de 120 points sur le bien, mais on ne s'arrête pas là. Il faut aussi que le propriétaire ou le syndic participe à l'élaboration de ce DPE. Il faut nous fournir des documents, des factures de travaux, peut-être des documents sur la chaudière. Concrètement, si on n'a pas toutes ces informations, on va devoir rentrer la valeur par défaut sur notre logiciel. D'ailleurs, c'est un logiciel qui est accrédité par l'État. Je vais vous prendre un exemple concret. Sur un logement construit en 1980, donc on intervient sur un appartement sur lequel on n'a aucune information sur la chaudière collective. Sur le logiciel, qu'est-ce qu'on rentre ? On rentre la valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, elle va venir pénaliser le DPE. Donc, nous, notre travail ne s'arrête pas ici, bien sûr. On va aller faire des investigations auprès des syndics.
et on arrive à mettre la main sur une facture qui nous prouve que la chaudière a été remplacée en 2006. Donc on met cette donnée à jour. Parce que quand on a rentré la valeur par défaut, le logiciel considère que la chaudière est de 1980, parce que l'immeuble était construit en 1980. Et lorsqu'on rentre cette nouvelle donnée, on gagne une lettre sur le DPE. D'accord, donc on rappelle que le DPE va bien de A à G. Tout à fait. Et le A, c'est des appartements ou des maisons qui consomment très peu d'énergie. Exactement. Et G, c'est ce qu'on appelle des passoires thermiques. Très énergivore, c'est ça. Ok. Tout à fait. Très bien. Alors, monsieur Vignal, qui m'a dit qu'il s'était déguisé en passoire thermique G pour Halloween. Oui. Ça pourrait être rigolo à voir. Ça a fait très peur. Vous êtes le fondateur donc de la start-up Mastéos et vous êtes spécialiste de l'investissement locatif clé en main. Et le DPE est très important pour les années à venir. La rénovation énergétique est très importante parce que concrètement, on ne pourra plus louer si on est F et G. Très vite là, en fait. Et même E. Donc G, c'est interdit en 2025, F en 2028 et E en 2034. Il faut être assez bon en alphabet et maîtriser les dates. Elles arrivent vite et il y a une pénurie de main-d'œuvre et ça coûte cher. C'est en moyenne 25 000 € un chantier de rénovation énergétique pour sortir du statut de passoire thermique. C'est un truc qu'il faut anticiper. Quand on est propriétaire de son logement et que c'est une passoire thermique et qu'on le découvre avec les nouveaux DPE, et ben, on a des soucis de financement parce qu'il n'y a pas de produit bancaire adapté. Si c'est dans le cadre d'un nouveau projet et qu'on achète une passoire thermique, il y a deux côtés positifs, c'est qu'on peut négocier le prix. En général, les passoires thermiques, elles offrent une marge de négo d'environ 15% par rapport à un bien équivalent qui ne l'est pas. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut y adosser un prêt travaux à un prêt immobilier. Quand c'est pas un nouveau projet, je fais un prêt travaux sec qui ressemble plus à un prêt Cofidis qu'à un prêt travaux, qui va être un prêt conso en fait sur 5 ans avec des mensualités monstrueuses. Alors que quand j'entame un nouveau projet auquel j'adosse le prêt travaux, eh ben, je peux l'étaler sur les 25 ans du prêt immobilier et je lisse ma mensualité. C'est beaucoup plus indolore. Ça crée une matière déductible côté fiscal parce que les travaux sont amortissables. Et ça génère de la valeur, ça valorise le bien. On parle même de valeur verte. En moyenne, on gagne 5% de plus-value par lettre qu'on va aller chercher, sachant qu'on en a économisé 15% lors de la négo à l'achat. Il y a un champ d'action pour faire des bonnes affaires, mais ça reste quand même une contrainte hyper dure parce qu'elle implique un chiffrage précis, un financement, dans un contexte où on manque de ressources. Il n'y a qu'une entreprise travaux sur 10 qui a le label RGE qui permet d'aller chercher des aides. Et étant super rares, elles deviennent plus chères, comme elles sont pénuriques, à tel point que parfois les prix pratiqués par les boîtes BTP RGE sont tellement plus chers qu'elles effacent l'avantage de recevoir des aides. Donc ça devient parfois encore moins cher de passer par une boîte BTP qui n'est pas RGE. Donc en fait, moi ce que je comprends, parce qu'on a appris la semaine dernière que la moitié du parc parisien à peu près était EFG, ça veut dire que là tous on va pouvoir aller acheter à Paris à 15% moins cher, quoi. C'est ça ? Presque. Le problème c'est que plus la ville est tendue, moins la marge de négo liée à la réno énergétique est forte. À Paris, la prise de conscience n'est pas encore, enfin le marché n'a pas encore intégré la valeur verte. Donc les marges de négo sont moins importante que sur des villes moins tendues. Mais ça va venir. Plus on approche des deadlines d'interdiction de mise en location, en l'occurrence la première elle est en 2025, plus le marché va intégrer un discount avec l'accent texan sur le prix des passoires thermiques. D'accord. Et ça bouleverse complètement le monde de l'immobilier, Madame Dubrac, qui représente tous les agents immobiliers, syndics. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Comment vous voyez toute cette perspective arriver ? Alors, au niveau du marché immobilier, c'est une bonne année malgré tout, parce que les prix augmentent. L'emplacement est quand même important. On parle de Paris, par exemple. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début de l'année 2022, on est obligé d'afficher le DPE dans les annonces immobilières. Et donc, forcément, c'est une marge de négociation quand la lettre n'est pas bonne, plus près de F et G que si elle était déjà en D
par rapport à 2034. Donc, et puis ça, c'est le premier point. Deuxièmement, avec l'histoire du carburant et surtout de l'énergie, forcément, on va y regarder à deux fois sur la rénovation ou pas. Et donc forcément, les maisons individuelles, qui sont statistiquement plus grandes qu'un logement, vont avoir plus de difficultés, vont avoir peut-être plus de décotes parce qu'elles sont plus grandes, donc ramener à la rénovation, c'est important. Elles seront plus difficiles à chauffer aussi. Et donc forcément, c'est là où il va y avoir la décote. On pense qu'au niveau de l'année prochaine, il va y avoir un recul à peu près de 5% en quantité de biens et en valeur du bien. Et actuellement, on voit le fait que des logements ou des maisons qui ont une mauvaise étiquette, enfin mauvaise étant les passoires thermiques qu'on a évoquées, sont en train d'être vendus parce que l'interdiction par rapport aux lettres F, G et E, il y a un calendrier, mais c'est uniquement pour la location. Et donc les gens qui sont propriétaires et qui bailleurs, ils se disent peut-être que ça vaut le coup de vendre maintenant parce que je vais avoir des travaux à faire. Et nous, on leur dit attention, refaites votre DPE. Alors je voudrais quand même tordre le cou à l'idée que les DPE sont pas fiables. Parce que d'abord, il y a des diagnostiqueurs, il y en a un ici, mais c'est pas parce que vous êtes là, qui sont des gens formidables, qui sont formés. Les outils ont eu plein de problèmes, les logiciels ont eu plein de problèmes, dont Acte. Aujourd'hui, c'est au point. Mais il y a quand même encore des réglages à faire. Par exemple, avec la méthode de calcul qui est harmonisée, il semble que, comme on ramène, moi je suis pas experte en DPE, mais on en voit en tant que syndic d'immeuble, on en voit passer, les transactionnaires, et IAD fait partie de notre syndicat, on voit passer aussi. Le calcul, par exemple, sur l'eau chaude sanitaire ou sur le chauffage, à un moment donné, c'est ramené au mètre carré. Et pour l'eau chaude sanitaire, on dit, tiens, un logement de tant de mètres carrés, c'est tant de gens qui habitent dedans. Donc, la méthode de calcul, même si c'est une bonne méthode de calcul, elle met en difficulté les petits logements. La deuxième difficulté qu'ont les diagnostiqueurs, c'est que les syndics, ils ont des archives vivantes et des archives dormantes, c'est-à-dire c'est rangé, et tout n'est pas scanné, surtout si vous avez un immeuble des années avant 60. Et donc, du coup, vous n'avez pas forcément tous les renseignements. Alors, quand il y a un chauffage collectif, éventuellement un architecte qui a fait une opération, éventuellement quand vous avez un diagnostic amiante ou un diagnostic avant des travaux, un DTA, vous avez peut-être l'information. Et les diagnostiqueurs n'ont absolument pas le droit de faire des trous pour regarder l'épaisseur de l'isolant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'expliquait bien monsieur. Eh bien, malheureusement, ils vont mettre une information un peu par défaut. Et donc, ça peut défavoriser les DPE. Mais nous, on dit, à quel que soit le client, copropriétaire, propriétaire et même au locataire pour la négociation éventuelle, faites faire un DPE. Et il y a des DPE dites anciens. Ça coûte un petit peu de sous, mais pas tant que ça. Mais il faut refaire son DPE. Combien ça coûte, monsieur? Ça, je vais laisser parler les experts. En moyenne, 100, 150 euros. Refaites votre DPE, s'il vous plaît, parce que grâce au DPE, vous saurez très clairement où vous en êtes et vous pourrez planifier vos travaux. Et nous, on est UNIS, on est des administrateurs de biens, des transactionnaires, des experts immobiliers, des promoteurs rénovateurs et bien sûr des syndics d'immeubles. Eh bien, on est associé à une fédération qui s'appelle la FIDI, qui est une fédération de diagnostiqueurs et qui nous aide justement à améliorer l'information, tant au niveau des professionnels que des copropriétaires ou des locataires ou des propriétaires. On a mis en place une université de la copropriété qui permet, avec des petits modules pédagogiques, d'expliquer ce que c'est. Et puis, au niveau de notre syndicat, on a des formations gratuites pour les administrateurs de biens aujourd'hui grâce à un appel au projet qu'on appelle Récif. Voilà. Et puis, en plus, comme on voit bien que ça touche des diagnostiqueurs, mais après des entreprises, mais après des architectes, des maîtres d'œuvre, etc., c'est important pour nous d'être en filière de l'immobilier et de se parler ensemble pour que finalement le propriétaire ou le copropriétaire prenne la bonne décision au bon moment. Et ça c'est difficile parce que c'est de l'argent. Monsieur disait que c'était 25 000 euros. Donc, il y a 7,2 millions de passoires énergétiques en France. Il n'y en a que 5 millions, en gros, qui sont utilisés si on laisse passer les logements vacants et les résidences secondaires, dont Acte. Et si on doit changer d'étiquette, une étiquette, voire deux étiquettes, c'est 25 000 euros. Si on multiplie par 5 millions, ça fait 125 milliards. Et les 125 milliards, indépendamment du fait qu'il n'y a peut-être pas assez d'entreprises labellisées RGE, eh bien, il faut les sortir. Excusez-moi l'expression. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver des financements. MaPrimeRénov', c'est bien. Franchement, c'est bien. On peut pas dire le contraire, mais c'est largement insuffisant. Et donc, il faut trouver des financements. C'est pour ça que nous, on demande qu'il y ait des banquiers autour de la table, s'il vous plaît.
qui nous trouvent des prêts. Parce que le danger, c'est la copropriété. Il y a à peu près 13 millions de locataires en France et il y a 600 000 immeubles en copropriété en France. Il y a 60% des logements en copropriété qui sont loués. C'est-à-dire qu'il y a des bailleurs privés. Et c'est des bailleurs privés, c'est des petits bailleurs. Excusez-moi cette expression, elle est peut-être pas sympathique, mais c'est des bailleurs qui ont 1 ou 2 logements. Et donc, s'ils font face à 25 000 euros de travaux et qu'ils les ont pas prévus, c'est quand même compliqué. Donc, c'est vraiment eux qu'il faut absolument aider. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous regardiez votre DPE et que vous refassiez leur DPE, même s'il est encore valable. De toute façon, je pense que les notaires, dans le sage raisonnement d'un acte authentique à signer, ils demandent de refaire le DPE, et ça me semble tout à fait important, parce que la valeur verte aujourd'hui, elle était peut-être moins importante. On parle de l'emplacement, on est à côté de la Tour Eiffel, ou on est à côté, je sais pas, du Stade de France. C'est bien. Mais quand la valeur verte va escaler, et aujourd'hui, elle était peut-être moins importante, mais on s'est approprié le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'énergie. L'énergie, ça coûte énormément d'argent. En plus, il y a eu la notion de télétravail, etc. Donc, du coup, on est un peu plus dans son logement. Donc, on voit un peu les défauts, que ce soit sur les défauts de nuisance sonore ou les défauts de chauffage. Et donc, c'est vraiment important. Nous, c'est le conseil qu'on donne. Refaites votre DPE. Je sais que ça coûte de l'argent. Il faut négocier à ce moment-là avec les diagnostiqueurs. Ouais. En cadeau de Noël, on peut commander. Ça coûte un peu moins. Absolument, Ouais. c'est une bonne idée. Ouais. Et la question, donc pour tout le monde, MaPrimeRénov', c'est le système de financement mis en place par l'État, par les pouvoirs publics, pour aider, mais les particuliers à faire leurs travaux de rénovation énergétique. Alors, Madame a raison, il y a France Rénov', il y a Oui. des gens qui conseillent, il suffit, vous regardez France Rénov', vous pouvez trouver des conseils. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement se targue, qu'il y ait beaucoup de dossiers, c'est vrai, mais c'est des dossiers, ce qu'on appelle de la rénovation par geste, c'est-à-dire c'est une chaudière par-ci, des fenêtres par-là. Or, pour atteindre la neutralité carbone que l'on doit atteindre dans 2050, et puis surtout l'interdiction de louer qui arrive dès 2025, sans compter celle de 2023 pour les passoires thermiques, et bien pour pouvoir l'atteindre, il faut absolument faire des travaux. Et donc c'est là où est la difficulté sur ça. Et donc MaPrimeRénov', malheureusement, ça ne joue pas sur de la rénovation globale. C'est pour ça que nous, les syndics, ayez confiance en les professionnels de l'immobilier. Faites vos travaux, passez par des diagnostiqueurs, des architectes pour pouvoir faire ça. Et malheureusement, MaPrimeRénov' aujourd'hui, en copropriété, je crois qu'il y a moins de 200 dossiers dont la moitié fait par un grand groupe. Donc c'est pas représentatif et c'est pas suffisant. Et Thierry Vignal, qu'est-ce que vous pensez, vous, en copropriété ? Parce que quels sont vos conseils pour un copropriétaire pour commencer à rénover son logement ? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Une rénovation énergétique, c'est comment on produit l'énergie et comment on la perd. Le système de production d'énergie, c'est le chauffage. Souvent, il est collectif, donc en copro, malheureusement, ça ne relève pas de nous. Et le deuxième aspect sur lequel on peut jouer, c'est comment on perd l'énergie. Donc, c'est via l'isolation. L'isolation externe à Paris avec les façades haussmanniennes, c'est mort. Il reste l'isolation interne. L'isolation interne, c'est faisable, mais c'est plus complexe qu'on ne le pense. Déjà, ça fait perdre 7% de surface en moyenne. À 10 000 euros du mètre, ça fait 700 euros de facture au mètre carré, déjà. C'est énorme, quoi. Tous, on perd, je sais pas, 30 une mètres carrés, cuisine. quoi. Non, cuisine. pas autant, mais Ouais. une cuisine, ouais. Et deuxièmement... Messieurs, mesdames, êtes-vous prêts à perdre 30% de surface dans votre logement Voilà, on commandera pour sur, isoler? on commandera sur Gorillaz, on fera plus la cuisine. Et sinon, l'isolation, la laine de verre interne, ça paraît être un geste simple qui l'est en lui-même, mais le problème, c'est que quand on va faire une isolation interne, c'est-à-dire rajouter 10 cm sur le mur, il va falloir qu'on sorte les prises électriques de l'ancien mur, qu'on dépose le radiateur, la tuyauterie associée au radiateur, qu'on refasse, du coup, on refasse les lecs, on remet de la peinture, du placo, on remet le radiateur, et en fait, il y a 4 ou 5 corps d'État qui sont en intervention là-dessus. Et ce qui était à la base juste de la laine de verre à mettre en isolation se transforme en un chantier de réno global, alors qu'on voulait juste faire de l'iso. Et c'est le problème de calibrage des aides, c'est qu'elles partent du principe qu'on fait de l'isolation intérieure à 100 euros du mètre carré, mais ça ne prend pas en compte tout ce qui est affecté en termes de corps de métier dans cette isolation. Et c'est pour ça que ça coûte 1 000 euros du mètre carré finalement. D'accord. Et Monsieur Eren, qu'est-ce que vous conseillez, vous, sur les immeubles haussmanniens à Paris, alors ? Quand vous faites un DPE sur un bel immeuble en pierre de taille, vous dites, bon, on démolit tout, en fait, ça va être plus simple. C'est ça. On a parlé avec la mairie de Paris, d'ailleurs, pour tout squeezer.
Non, mais plus sérieusement, nous, chez Diagadam, ce qu'on a l'habitude de faire aussi, c'est d'assister aux AG. On accompagne ces copropriétés qui réellement sont confrontés en fait à un problème financier. Ça veut dire qu'il y a une réelle volonté, une prise de conscience de leur part en fait qu'il faut faire ces travaux-là, mais malheureusement financièrement ça devient très compliqué. Ça, c'est aussi handicapant pour la personne, pour le copropriétaire par exemple qui souhaite vendre son bien. Concrètement, si l'appartement est en F ou G, il va vendre avec une décote de 15%, et la seule manière pour lui de sortir de ce F et G, c'est que la copro entière fasse les travaux. Donc, dans un immeuble haussmannien, comme on l'a dit, comme Thierry l'a dit, c'est que c'est compliqué de faire une isolation extérieure. Déjà, c'est interdit. Impossible aussi d'installer des pompes à chaleur. On va pas avoir des pompes à chaleur sur tous les balcons dans les immeubles haussmanniens. Donc après, on va essayer d'agir sur d'autres leviers. Ça veut dire qu'on va dire de remplacer peut-être les systèmes de chauffage. On va agir sur la ventilation. Et ce qu'on apporte aussi comme recommandation dans les copros avec le chauffage collectif, c'est de passer petit à petit en fait sur des compteurs individuels. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on est chauffé de façon collective, même si vous n'êtes pas là 6 mois dans l'année, là, vous allez devoir le payer, ce chauffage. Et c'est pour ça que petit à petit, les copros en fait vont vers ces compteurs individuels pour pouvoir en fait, on va dire, diminuer un peu leur facture de consommation. Il n'y a pas de produit miracle, malheureusement. Il y a certains appartements qui ne pourront pas sortir de ces étiquettes. C'est d'ailleurs pour ça que dans la nouvelle réforme, il y a des exceptions. Ça veut dire qu'on le sait que ces immeubles qui sont classés, les immeubles haussmanniens ou autres, ça va être très compliqué de les amener en lettres A et B. Parce que c'est l'objectif en fait de la nouvelle réforme avec le nouveau DPE là, c'est de dire ok, on est en E, en F, mais l'objectif c'est d'arriver très vite en A et B. Malheureusement, dans certains logements, on ne pourra pas y arriver. Donc ils vont passer sous l'étiquette, on va dire, exceptionnelle, voilà. Et ce qu'on va leur demander à ces propriétaires, c'est de faire au moins le minimum, ce qu'ils peuvent faire, pour peut-être arriver en E ou en D. Et ces appartements-là ne seront pas, en fait, on va dire, concernés par ces interdictions de logement, parce que on sait que même s'ils ont la meilleure volonté du monde, ils ne pourront jamais arriver en A ou en B, malheureusement. D'accord. Et Madame Dubrac, les copropriétaires votent les travaux globalement. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Alors c'est difficile. D'abord, il ne vous a pas échappé qu'il y avait le Covid. Donc déjà, c'était pas facile de voter, même avec le vote par correspondance. Bon, les copropriétaires ont quand même été présents, mais c'est compliqué quand on n'a pas une explication de texte sur le dossier, une présentation préalable. Même quand il y a un conseil syndical actif, c'est quand même compliqué. Donc ça nous a retardé. Nous avions, nous, au niveau du Nice, FNAIM, SNPI, on avait, Cap Pluriance, pardon, on avait notre slogan de 50 000 copropriétés en 3 ans. On n'y est pas forcément arrivé, sauf pour ce qui est les diagnostics techniques globaux, où effectivement, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été faits de façon à savoir où est-ce qu'on en est. Alors du coup, on a demandé, on est pour le respect du calendrier. Pour un diagnostic technique global. C'est un DTG en fait, un diagnostic technique global. C'est plus précis, c'est plus large que juste un diagnostic de performance énergétique. En fait, ça englobe la performance énergétique. Il y a ce volet performance énergétique avec le DPE. Par contre, un DTG, lui, vient prendre en compte l'ensemble des travaux à réaliser. Par exemple, ça va vous chiffrer l'ascenseur sur 10 ans. Ça va vous chiffrer, par exemple, les boîtes aux lettres. Est-ce qu'il faudra les remplacer dans 10 ans ou pas ? La toiture. Et dans ce DTG, il y a un gros volet donc énergétique DPE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce DTG, il est obligatoire seulement pour les mises en copropriété. Il n'est pas obligatoire pour les copros. C'est pour ça qu'avec la loi climat et résilience, il y a le fameux PPT, le plan pluriannuel de travaux, qui va arriver. Vous suivez bien tout ça. On passe du DPE au PPT, au DTG, au PPT, voilà. En fait, ce PPT va être obligatoire pour toutes les copros construits donc qui auront plus de 15 ans. Et donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est que vous avez le DPE individuel, qui est opposable depuis le 1er juillet 2021, mais avec tout ce qui s'est passé entre juillet, on va dire, et mars 2022. Et il y a la notion de DPE bâtiment, DPE collectif, qui arrive. Simplement, là, les logiciels sont pas complètement prêts, la nomenclature est pas prête. Bon, on admet que ça va être fait. Et donc, on propose, nous, pour inciter les copropriétaires à faire les travaux, on propose que ce DPE collectif devienne lui aussi opposable et supérieur au DPE individuel. Parce que s'il y a un pauvre copropriétaire qui a fait son DPE individuel, qui veut faire des travaux en assemblée générale, que les travaux passent pas,
Ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que cette notion-là est importante. Vous avez évoqué le plan pluriannuel de travaux, qui est aussi une obligation en fonction de la taille des logements, des lots, du nombre de lots dans une copropriété donnée. Et si l'étiquette n'est pas bonne, on est dans une indécence énergétique. Et donc ça, c'est quand même un gros sujet. Et on a demandé s'il y avait la possibilité de suspendre cette indécence dès l'instant où il y aurait l'exécution du plan pluriannuel de travaux. Voilà, on a demandé des choses parce qu'on voit bien que le calendrier, c'est compliqué politiquement de le modifier. Pourquoi c'est compliqué? Parce que quand on a des incendies ou des inondations comme on a eu cet été en France, forcément que le sujet écologique est quand même quelque chose qui est prégnant. Et donc c'est compliqué de dire on va décaler jusqu'au calendrier grec. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir faire les travaux, les financer. Peut-être que le nombre de RGE, d'entreprises RGE vont peut-être augmenter. Il y avait aussi cette notion de 35% de gains d'économie lors des travaux de rénovation. On a demandé que ces 35% puissent être un peu lissés. Bon, voilà, on essaye quand même de dire qu'il faut faire ces travaux parce qu'en plus, comme l'énergie coûte tellement cher, qu'il va bien falloir isoler et prendre le problème par tous les bouts. Donc voilà ce qu'on a demandé un peu. Après, je ne sais pas si on va être entendu, mais on est quand même un petit peu inquiet sur le calendrier. Sur le calendrier. Voilà. Parce que c'est 2023, vous disiez 2023 pour les mauvais G. Les mauvais G. On appelle ça les G+, G+. chez nous. Hein, voilà. Donc là, au-delà de 450 kWh par mètre carré par an, c'est ça? Oui. Ça sera Mais énergie finale. quoi, d'énergie finale. Attention à ça. D'accord. C'est qu'après, c'est un peu technique, mais il y a la différence entre l'énergie finale et l'énergie primaire. Donc, c'est 450 kWh par an par mètre carré, énergie finale. Il y aura très, très peu de logements qui seront concernés. D'accord. Voilà. D'accord. Mais il va falloir quand même faire les travaux quoi, dans les 10 ans à venir. Quoi. En gros, on a jusqu'à 2034. F et G, il y a 5 millions, entre 5 et 7 millions de passoires thermiques. Donc, c'est un bien sur 5. Et on a jusqu'à 2025 et 2028, donc 2 à 5 ans. Ça fait oui, c'est ça. Juste après les JO, il faut se mettre à la rénovation tout de suite. Sachant qu'il y a un an de délai, on ne trouve pas d'entreprise dispo. Il faut anticiper au moins 1 ou 2 ans à l'avance. Et il y a une mise en danger quand même du secteur locatif, parce que si plus personne ne peut se loger, si on ne peut pas louer, et si on ne peut pas se loger, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas avoir des gens dans la rue. Donc là, il y a un véritable danger sur finalement le logement des Français en ce moment, compte tenu du calendrier et de l'interdiction de louer. Voilà. Et après, on va pas non plus ces logements qui étaient des résidences principales, on va pas non plus tous les transformer en Airbnb ou en résidence touristique. C'est pas possible. Ah oui, parce que le logement saisonnier n'est pas concerné par tout ça, c'est ça? Alors là, ça vient de changer, ça vient de tomber. Le ministre, en fait, il a dit qu'il voulait pas laisser passer ça. C'est vrai qu'il y avait cette option, on avait parlé avec Thierry, de dire, lorsque j'achète une passoire FG, génial, je vais pouvoir le mettre sur Airbnb ou d'autres sites. Hein, et je suis pas concerné par ces interdictions, je suis même pas obligé de réaliser un DPE quand je fais du saisonnier. Et donc là, ça va changer en 2023. Les Airbnb, les locations saisonnières vont être dans l'obligation de réaliser ces fameux DPE. Et lorsque vous allez être en F ou en G, vous allez avoir en fait le même calendrier. Il va falloir réaliser les travaux. D'ailleurs, ça, on l'avait senti venir parce que Airbnb, il y a un mois de ça, ils ont envoyé un mail à tous leurs clients leur disant coucou, on est là, on va vous donner 1 000 € d'aide si vous voulez rénover votre appartement. Et dès qu'on a vu ce mail, on s'est dit il y a quelque chose qui arrive. Et un mois après, il y a le ministre qui a fait cette annonce. D'accord. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même une nécessité d'isoler et surtout de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est nécessaire. Sinon, on va vraiment avoir des problèmes graves au niveau de notre santé et puis tout simplement de notre planète. Or, aujourd'hui, l'interdiction, elle ne pèse que sur les bailleurs privés, enfin privés et sociaux d'ailleurs, désolé, que sur les bailleurs. Ça veut dire que si vous êtes propriétaire occupant, vous pouvez vous permettre d'habiter une passoire énergétique. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pourtant, nous, notre syndicat, on n'est pas pour obliger les travaux, parce qu'on voit bien qu'on va mettre en difficulté financière beaucoup de gens. Et donc, on se dit que peut-être que si le calendrier est un peu assoupli, peut-être qu'on pourrait imaginer que pour les logements les plus énergivores, il y ait une obligation de travaux uniquement lorsque un bien est vendu. On est un peu dans cette
dans ce scénario éventuel, mais obliger tous les Français à faire des travaux, pas possible. Or, les propriétaires occupants, ils ont le droit, eux, d'avoir froid, pendant que et puis ils n'ont plus le droit de louer quand ils ont investi. C'est quand même compliqué. Hein. Mais si les logements ne sont plus louables, donc je suis propriétaire occupant d'un logement et je sais que quand je voudrais le vendre, plus personne ne pourra l'acheter pour le louer. Ou bien j'ai plus la possibilité de le louer. Ça, c'est une perte de valeur énorme de tout. Absolument. Il paraît, d'après l'UNPI, on travaille aussi avec l'Union nationale des propriétaires, il y a plus de 400 000 logements aujourd'hui qui ont été mis en vente parce que les propriétaires se disent je loue, j'ai réalisé finalement mon investissement ou mes enfants sont plus intéressés, peu importe, eh bien je vends en l'état. Effectivement. Et donc, ces fameux locataires qui pourront plus être locataires puisqu'on peut plus leur louer, est-ce qu'ils vont devenir copropriétaires et c'est pas forcément leur devenir? Ils ont peut-être pas non plus les moyens d'être copropriétaires parce que ça coûte de l'argent, l'investissement, les charges, et ils vont habiter des poisseurs thermiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un petit peu la tentation de certains de dire je vais pas rénover, je vais vendre. Et du coup, je vais vendre avec une mauvaise décote parce que les acquéreurs, ils sont intelligents. Ils vont se dire c'est une mauvaise étiquette, donc non, j'y vais pas. C'est pour ça que les banques, en ce moment, semble-t-il, nous, on a remis hier un prix Rénov' à un immeuble un peu haussmannien qui, malgré tout, a été rénové. Et les banques ont dit qu'actuellement, elles regardent beaucoup, quand elles prêtent de l'argent à un acquéreur, elles regardent beaucoup l'étiquette du logement ou du bien et éventuellement, elles financent les travaux à faire au moment de l'acquisition. D'accord. Et est-ce que c'est vraiment 25 000 € ou ça peut être plus? Parce qu'une maison individuelle, pour 25 000 €, je ne suis pas sûre que vous ayez grand-chose. Donc c'est un prix forfaitaire, quel que soit le... Non, je rigole. Non, c'est 1 000 € du mètre carré, en gros. Ok. Oui, donc effectivement, une maison individuelle, ça peut être 70 000 €, quoi. Et donc là, c'est plus du tout la même histoire. Enfin, déjà, 25 000 €, c'est pas mal. C'est énorme déjà. Hein. Surtout dans les villes, déjà à 1 000 € du mètre carré, il y en a pas mal en France. Ouais. Des villes à 1 000, 1 500, où on repaye en travaux de réno énergétique ce qu'on a acheté en foncier, c'est dur. Ouais. Ça... Mais c'est ça. C'est qu'à Paris, où le mètre carré, de toute façon, c'est 12 000 € ou 10 000 €, ça peut valoir la peine d'investir 1 000 € de rénovation. Par contre, dans des villes... à Maubeuge, à Saint-Étienne, à Perpignan, c'est plus compliqué. Pour ne pas les citer. Après, je trouve aussi qu'il faut avoir une autre approche de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui être investisseur, se dire mon logement m'apporte de l'argent, me fait gagner de l'argent pendant 15-20 ans, mais je ne l'entretiens pas. Enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a une voiture, chaque année, on l'emmène au garage, on fait des entretiens. Nous, on le voit sur le terrain, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont jamais vu leur logement. Et au moment de le vendre, au bout de 20 ans, ils le découvrent. Donc, il faut aussi changer cette approche qu'on a du logement, de dire, OK, j'ai investi pour qu'il m'apporte de l'argent, mais à un moment, il faut aussi que j'investisse aussi, que je l'embellisse et que je fasse en sorte que le locataire qui est à l'intérieur puisse mieux vivre et mieux consommer. D'accord, ça veut dire s'investir dans les copropriétés, par exemple, aller aux AG, rentrer dans le conseil syndical qui s'occupe de l'immeuble. Est-ce que les gens s'occupent assez finalement de leur patrimoine immobilier, en tout cas des copropriétés? Alors, je pense que Madame Dubrac pourra nous répondre, mais en tout cas, le Français aime l'immobilier, il aime investir, il y tient. C'est une valeur sûre, c'est de la pierre. Et oui, il y a ces fameuses passoires thermiques, mais il y a un moment, effectivement, il va falloir qu'on prenne le problème à bras-le-cœur et qu'on y mette aussi de la bonne volonté pour pouvoir réaliser des travaux et réduire avant tout déjà notre consommation énergétique. Ça touche notre portefeuille. Hein. Et après, l'écologie vient ensuite. Et qu'est-ce qui va se passer si on ne réussit pas du tout à faire tout ça? Qu'est-ce qui va se passer si, dans 10 ans, on en est encore au même point? Est-ce que vous pensez que c'est possible déjà? Est-ce que vous pensez que les gens vont vraiment rénover énergétiquement leur logement? Ou est-ce que c'est possible qu'on fasse rien finalement? Si les banques jouent le jeu, je suis désolée parce que je m'entends bien, on a des partenaires au UNIS avec des banques qui sont formidables, qui font beaucoup de choses, qui accélèrent, qui sécurisent le flux financier. Si les banques jouent le jeu, si on arrive à avoir un prêt peut-être collectif aux copropriétés, puisqu'on a vu que c'était ça le point de difficulté, si je puis dire.
peut-être qu'on arrivera quand même à rénover. Moi, je pense qu'il faut le faire parce que au-delà du fait que l'énergie coûte cher, au-delà du fait que la valeur du bien va prendre de l'ampleur, c'est tout simplement la conservation du patrimoine. Simplement parce qu'à un moment donné, les murs, ça se restructure, les parties communes, ça se refait. Voilà, donc il faut quand même avoir une stratégie patrimoniale, ne serait-ce que pour la conservation du bien, au-delà de la transition énergétique. Je crois que nous avons bien abordé un peu toutes les questions qui se posent. À mon avis, l'année prochaine, on continuera à réfléchir sur cette question. Merci pour le scoop que tous les Airbnb sont soumis maintenant aux mêmes règles que les autres, des PE, etc. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci. Merci.